Bienvenue sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zero, un prime spécial. Nous sommes en Isère où de 1980 à 96, des petits-enfants, filles et garçons, ont été agressés, assassinés ou ont disparu dans un seul département, l'Isère donc. Aucune de ces affaires n'a été élucidée. 10 enfants sacrifiés, aucun coupable. Nous sommes face à une des plus grandes énigmes de l'histoire criminelle en France et peut-être à un des plus grands scandales de la justice. Au départ, quand on a cherché Charlotte, on a vraiment pensé qu'elle avait eu un accident, qu'elle avait eu un problème et qu'elle était coincée quelque part. Jamais on n'aurait pensé à un enlèvement. Aux ravisseurs qui l'ont pris, qu'ils la posent et puis qu'ils partent tout de suite. Nous, on veut notre sœur et c'est tout. Il me dit non, t'inquiète pas, il m'a rassuré, t'inquiète pas, je connais tes parents, on va faire un petit tour. Et voilà, comme ça. En 2 secondes, on m'a enlevé, voilà, comme ça. 4 jours après sa disparition, toujours aucune nouvelle de Ludovic. Une affaire a tendance, à ce moment-là, à en effacer une autre. Sur une quinzaine d'années, il y a plus de 10 meurtres d'enfants ou disparitions d'enfants. On est au-dessus de la moyenne nationale, vraisemblablement. On a des institutions qui connaissent les limites administratives, là où les tueurs en série ne savent même pas qu'elles existent. Qu'est-ce que c'est véritablement un tueur en série? C'est un criminel, c'est un tueur que la justice a loupé. On pensait que c'était une spécialité américaine, le crime en série. Ou en tout cas, c'était quelque chose d'exotique, quoi. Je ne sais pas si ce qui est plus grave à Grenoble, c'est qu'il y ait 10 meurtriers en circulation ou qu'il y en ait 2 ou 3. C'est fou de détruire des corps inconnus, c'est absolument scandaleux, quoi. C'est même illégal. En aucun cas, on ne peut accepter qu'un corps humain soit détruit. Il faut quand même savoir quelque chose, c'est que ce corps, il appartient quand même à quelqu'un. Que ce soit Ludovic ou pas Ludovic, c'est un enfant. Jusqu'à il y a peu, aucun rapprochement n'avait été effectué entre tous ces dossiers et chaque famille pensait, à tort, que la justice continuait à faire son travail en recherchant l'enfant disparu ou son meurtrier. Alors quand Férouz, la sœur de la petite Charazed, une des enfants disparus, décide de reprendre l'enquête à zéro, aidée par des avocats acharnés, et réussit à faire rouvrir 3 des dossiers classés, c'est un formidable espoir pour toutes les autres familles. Des familles qui vont devoir faire face au scandale de la justice lorsqu'elle perd des dossiers ou détruit des scellés ou même des corps. Car c'est arrivé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on a le sentiment que la justice dans cette affaire a tout fait pour ne pas chercher à établir la vérité. Voici l'affaire des disparus de l'Isère. « 11 enfants disparus, 11 affaires non résolues. Pourtant, en 2008, 20 ans après les faits, la justice prend une décision exceptionnelle. Elle relance l'enquête. C'est un véritable cold case à la française. L'acharnement d'une femme qui a payé. Férouz Bendouyou recherche désespérément sa sœur disparue depuis 87. À cette époque, elle et sa famille habitent dans le nord de l'Isère, à Bourgoin-Jallieu. Férouz garde un si joli souvenir de son quartier. Alors c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est plusieurs HLM, une dizaine d'HLM, une école. Tout le parc circulatoire se fait à pied, avec des commodités, centres commerciaux, glace, boulangerie, bonbons, bureau tabac pour acheter des pétards, etc. Enfin, un paradis pour un enfant, quoi. Férouz, 11 ans, est très proche de sa sœur, Charazed, 10 ans. Ce 8 juillet 87, elle ne se doute pas qu'elle la voit pour la dernière fois. Il est environ 13 heures. Elle devait jouer devant chez nous, simplement, avec des camarades. Et avant d'aller jouer, ma mère l'a envoyée jeter les ordures au sous-sol, parce qu'il y avait un local prévu à cet effet-là. Elle a pris les poubelles, elle est descendue. Elle n'est ni remontée voir ma mère pour lui dire qu'elle est dehors, ni on l'a revue dehors. La famille et tous les voisins se lancent à la recherche de Charazed avant d'alerter la police.
Au départ, quand on a cherché Sharazed, on a vraiment pensé qu'elle avait eu un accident, qu'elle avait eu un problème et qu'elle était coincée quelque part et qu'on n'arrivait pas, qu'elle ne pouvait pas venir à nous, quoi. Qu'elle s'était fait mal. Jamais on n'aurait pensé à un enlèvement. C'était quelque chose qui était imprévisible, inadmissible, impossible. C'est pas possible que sur un paradis comme ça, il puisse y arriver quelque chose comme ça et que l'on ne retrouve pas surtout. Après plusieurs jours de vaines recherches, la famille lance un appel à la télévision. Et déjà, c'est la grande sœur qui monte au créneau. Aux ravisseurs qui l'ont pris, qu'ils la posent et puis qu'ils partent tout de suite. Nous, on veut notre sœur et c'est tout. Férouz traduit ses parents qui ne savent pas parler français. On n'a aucun problème et puis on voudrait seulement elle et puis c'est tout. On ne voudrait pas leur faire des problèmes aux autres. Les semaines passent, les mois défilent et toujours aucune trace de Sharazed. Les enquêteurs n'ont pas le début d'une piste. Personne n'a vu quoi que ce soit, qui que ce soit, elle n'a jamais réapparu. Personne n'a dit on a vu une personne comme ça ou comme ça qui est partie avec elle, ou qu'elle est partie avec un homme ou avec une femme. Que Sharazed se promène dans la cité comme ça, même gamine, bon, c'est pas gênant, mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas de la cité, on le repère assez facilement, il est repéré, ce qui n'a pas été le cas. Personne a attiré l'attention des enquêteurs sur un personnage suspect qui aurait rôdé dans le secteur. Les parents de Sharazed ne sont interrogés qu'une fois par la police. Mais surtout, le juge d'instruction ne va pas juger utile de les rencontrer. Malgré tout, la famille Bendouyou reste persuadée que les recherches continuent. Parvenue à l'âge adulte, Férouz, elle, décide de mener sa propre enquête. J'ai appelé les différents instituts médico-légaux en leur demandant s'ils ne se souvenaient pas du corps d'une petite fille, à l'époque 10 ans, qu'ils auraient pu autopsier et m'indiquer où est-ce qu'ils auraient pu l'enterrer. J'ai appelé les différents barrages pour savoir s'ils n'avaient pas repêché des corps d'enfants. J'ai écumé toutes les bibliothèques, toutes les archives de l'Isère et du Rhône. Et j'ai listé en fait toutes les personnes qui ont été enlevées, assassinées. J'ai écumé aussi la liste de tous les prédateurs, tous les assassins, ceux qui étaient encore vivants, ceux qui n'étaient pas. L'activisme de Férouz l'amène à répondre à un appel à témoins pour une émission sur les disparitions. La journaliste se souvient très bien de ce coup de fil en mars 2003, soit 15 ans après la disparition de Sharazed. Je reçois un coup de fil de Férouz, et qui était en larmes, qui me dit « On cherche toujours ma sœur, elle a disparu à Bourgoin-Jallieu et je crois qu'on la cherche encore. » Donc je me suis dit bah, « Attendez, je vais me renseigner. » La journaliste fait chou blanc. Personne ne connaît Sharazed. Elle revient alors vers Férouz pour plus de précisions. C'est vrai qu'on n'a pas de papier comme un dépôt de plainte ou un papier qui dit comme quoi elle est portée disparue, mais c'est réel. Je dis c'est vrai, ma sœur a vraiment existé, ma sœur a vraiment disparu. Et elle me dit mais vous avez quoi comme preuve? Je dis j'ai pas de preuve. Je dis j'ai rien, à part des articles de journaux. Elle me dit mais votre dossier? Je dis mais le dossier on n'arrive pas à mettre la main dessus. Jami Chen réussit finalement à joindre le commissaire chargé des disparitions au niveau national. Il lui dit que l'enquête est tombée à l'eau et a été abandonnée. Et moi, comme elle, je pensais qu'on n'abandonnait pas une histoire de disparition tant qu'on n'a pas retrouvé ne serait-ce qu'une demi-preuve de la fin de quelque chose, de la mort d'un enfant. On ne doit pas abandonner. Donc j'étais dans le même état de colère qu'elle. La journaliste invite alors Férouz à venir directement chercher ses réponses devant les caméras de télévision. Moi, je tiens à préciser que le seul relais que mes parents ont eu lorsque c'est arrivé, c'est la gendarmerie. Mmh. Mais au bout d'un moment, ils ont rétorqué à mes parents que c'était pas la peine de venir, que s'il y avait une nouvelle plus ou moins importante, ils viendraient nous le dire. Mmh. Depuis, ça fait 15 ans. Au pied du mur, le commissaire présent sur le plateau va lui faire une révélation fracassante. Dans le cas de Sharazed, une information judiciaire a été ouverte relativement peu de temps après la disparition de Sharazed, et un juge d'instruction avait été nommé pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans. Et vous ne le savez pas, ça? Non. Bon, on va vous donner son nom? Oui, je veux bien, oui. Ce jour-là, Férouz apprend donc devant les caméras qu'une instruction avait été ouverte, sans que sa famille ait été prévenue, et surtout que cette enquête avait été aussitôt refermée.
Elle ne comprend pas que l'on stoppe ainsi aussi rapidement les investigations, surtout sans être allé au bout de l'enquête. On fait la réclamation du fameux dossier. En même pas 15 jours, je l'obtiens. Je rappelle la greffière. Je dis, bon, voilà, j'ai récupéré le dossier. Je dis, oui, voilà. Je dis, mais bon, je comprends pas. Je dis, on est en 2003. Et je dis, là, vous m'avez envoyé une synthèse de 2 cm. Elle me dit, mais c'est pas la synthèse. Elle me dit, c'est ce qu'il y a eu. Elle me dit, il y a eu ça. Je lui dis, donc, entre 87 et juillet 89, vous m'avez donné 80 PV. Il faut que je me contente de ça? À partir de là, j'ai... Cette fois-ci, Férouz contacte un avocat et parvient à faire ouvrir une nouvelle enquête en 2003. Enquête malheureusement refermée quelques mois plus tard. Il faudra attendre 2007 pour qu'elle frappe à la bonne porte, celle du cabinet des avocats Didier Seban et Corinne Herman. Le travail qu'ils font est un travail inédit en France en tant que cabinet d'avocats, parce que vous trouvez dans le cabinet Seban un truc qui n'existe nulle part ailleurs, une espèce d'avocat hybride entre avocat et enquêteur. Ce que fait Corinne Herman, personne ne le fait. Elle est avocate et enquêtrice. Et le cabinet Seban fait de l'investigation, fait de l'enquête privée. Normalement, c'est quelque chose de typiquement américain, c'est vrai, quoi, c'est pas français. Maître Seban se souvient très bien de sa première rencontre avec Férouz. On a une jeune femme qui vient nous voir en nous disant « Voilà, ma sœur a disparu depuis plus de 15 ans et j'ai l'impression que la justice ne s'en occupe pas, qu'elle a disparu une deuxième fois, après avoir disparu de notre proximité, elle a disparu des écrans judiciaires. » Alors là, j'étais au plus bas. J'en avais marre, parce que j'arrêtais pas de me faire pourrir, si je puis dire, par les différents procureurs. Donc elle vient nous voir et à ce moment-là, évidemment, avec Corinne Herman, on regarde ce dossier et on en demande la copie et on est frappé de s'apercevoir que finalement toute recherche a cessé au bout d'1 an. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait dans cette affaire réellement. Férouz réalise que sa sœur n'est plus recherchée depuis des années et que la justice ne s'est même pas donné la peine de constituer un dossier digne de ce nom. Non, le dossier de Charazade, il a uniquement servi de calepin. On n'a jamais su que le dossier avait été fermé en 89. Personne ne nous a avertis. Personne n'est venu voir mes parents pour dire nous n'avons pas trouvé, on ferme le dossier. Parce que croyez-moi, ça ne serait pas passé comme ça. Pour Férouz, le combat de sa vie peut enfin commencer. Sa rencontre avec Didier Seban et Corinne Herman va se révéler explosive. L'affaire des disparus de l'Isère est sur le point d'éclater. Férouz a frappé à la bonne porte. Les avocats Didier Seban et Corinne Herman ne sont pas du genre à baisser les bras devant l'inertie de la justice. Souvenez-vous, l'incroyable affaire des disparus de Lyon. Eh bien, ce sont eux qui, après 30 ans d'indifférence générale et de bavure judiciaire, avaient aidé à démasquer Émile Louis, le tueur en série. 10 ans plus tard, en 2005, en se penchant sur toutes les disparitions d'enfants en Isère entre 80 et 96, ils sont littéralement sidérés. C'est une véritable malédiction qui semble avoir sévi dans cette région. Des similitudes évidentes apparaissent entre tous ces crimes. Pourtant, jamais n'a été envisagée l'hypothèse d'un tueur en série. Désormais, il va leur falloir convaincre la justice de regrouper les dossiers de ces dizaines d'enfants disparus et de rouvrir les enquêtes. C'est le premier pas dans leur parcours du combattant. Entre 1980 et 1996, au moins 10 enfants ont été enlevés en Isère. Et jamais aucun rapprochement n'a été fait. La justice a vraisemblablement ignoré cette série noire. Les avocats de Férouz s'attellent à la tâche. On commence à s'intéresser aux disparitions et aux meurtres d'enfants dans la région. Sur une quinzaine d'années, il y a plus de 10 meurtres d'enfants ou disparitions d'enfants. Ce qui est malgré tout, sur un département comme celui-ci, énorme. Dans le département de l'Isère, il y a quand même, certainement, on est au-dessus de la moyenne nationale, vraisemblablement. Avant Charazade, une autre disparition d'enfants avait marqué les esprits en Isère. 4 jours après sa disparition, toujours aucune nouvelle de Ludovic. Ludovic Janvier, 6 ans, avait suivi un inconnu à Saint-Martin-d'Air, dans la banlieue de Grenoble.
Ludovic Janvier, à Saint-Martin-d'Air, va chercher des cigarettes pour son papa et tombe sur quelqu'un qui prétend rechercher son petit chien et part avec lui. Et on ne l'a jamais revu. On ne l'a jamais revu. Ce jour-là, Ludovic était accompagné de 2 de ses frères. L'un d'entre eux raconte. Il y avait un monsieur qui était habillé tout en bleu, un casque bleu, des rayures blanches et oranges. Où? Sur le casque. Sur le casque. Ni le portrait robot dressé par les frères de Ludovic, ni les recherches dans toute la région n'aboutissent à un début de piste. Et comme pour Charazed, plus personne ne reverra l'enfant. Ils ont parlé de Ludovic beaucoup quand il s'est fait enlever. Après, il y a eu un laps de temps où il n'y avait plus rien. Il faut quand même savoir que pendant cet laps de temps-là, mes parents n'ont pas oublié. Ma mère a cherché, ma mère a fait des affiches, ma mère allait coller les affiches le dimanche quand même. Je leur dirais de me rendre mon enfant et puis pas de lui faire de mal. Parce que c'est quand même mon fils. Et puis je l'aime. Mais rendez-moi mon fils. Et c'est presque par hasard que Virginie Janvier, la sœur de Ludovic, va apprendre que les enquêteurs ne cherchent plus son frère. C'est juste un numéro de série. Moi, quand on a perdu mon père, on a demandé s'il pouvait nous donner un document signalant que Ludovic s'était bien fait enlever par rapport au notaire. Et quand on a reçu le courrier du tribunal de grande instance de Grenoble, je ne vous dis pas le coup de massue qu'on a pris sur la tête. Ce courrier, le voici. Le dossier concernant la disparition de votre fils n'a pu être retrouvé. Comme Charazed, Ludovic a disparu une seconde fois. Ça a été numéro un tel, ABS. Et là, j'ai pris mon téléphone, parce que j'ai vu que ma mère quand même pleurait en recevant la lettre. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le tribunal en disant « Mais vous faites quoi? Est-ce qu'un enfant enlevé est un numéro ?» Et là, elle nous a dit gentiment que sur Ludovic, il n'y avait plus rien. Il ne savait pas où était le dossier était perdu. C'était limite si on connaissait au nom de Ludovic Janvier. À cette même époque, Férouz décide de fédérer toutes les familles de victimes. Férouz a appelé ma mère en lui disant qu'il y avait une avocate qui spécialisait en disparition dans les meurtres en série, tout ça. On a pris contact avec Corinne et après on a tous pris contact avec Corinne parce qu'on a vu les capacités et la détermination qu'elle pouvait avoir et je pense qu'avec elle on va faire un grand travail. On ne comprend pas pourquoi et comment on peut accepter d'avoir une dizaine d'enfants qui ont été tués, assassinés, enlevés dans la même région, dans une période qui est relativement courte, sur 16 ans, mais qui est quand même courte, et qu'on ne met pas les moyens pour solutionner ces affaires. L'avocate dresse la liste de tous les enfants enlevés dans le même département. Pour la première fois, tous ces cas isolés deviennent l'affaire des disparus de l'Isère. Pour la première fois, on se donne la possibilité de découvrir un éventuel tueur en série. La série noire a commencé en 1980 avec la disparition de Philippe Pignot, 13 ans, le 25 mai, dans la commune de La Morte, à 40 km de Grenoble. Il n'a jamais été retrouvé. 3 ans plus tard, le 17 mars 83, c'est Ludovic Janvier, 6 ans, qui suit un inconnu à Saint-Martin-d'Air. Depuis, personne ne l'a jamais revu. Quelques mois seulement après Ludovic, c'est un autre garçon de 8 ans qui disparaît dans les mêmes conditions en montant dans la voiture d'un inconnu à Grenoble. Grégory Dubrul est le seul qui sera retrouvé vivant. Aujourd'hui, l'homme a 36 ans, père de 3 enfants et se bat toujours pour retrouver son bourreau. Ce samedi de l'année 83, il a 8 ans et attend son frère devant son immeuble pour aller jouer. J'étais assis comme ça sur la marche de mon allée, la porte de mon allée, et une voiture elle arrive. Une voiture sport, 2 portes. Et une personne me demande où est-ce qu'elle mène la rue. Et moi je lui indique. Et tout en conversant avec elle, ouais, je comprends pas bien, tu peux m'aider. Je suis rentré avec lui, voilà, normal, naïf, un enfant de 8 ans, naïf, normal. Et donc on a suivi le chemin. Et au bout du chemin, je lui regarde comme ça, et je lui dis voilà, ça y est, on est arrivé. Et il me dit non, t'inquiète pas, il m'a rassuré, t'inquiète pas, je connais tes parents, on va faire un petit tour. Et voilà, comme ça. En 2 secondes, on m'a enlevé, voilà, comme ça. Le fait que mes parents m'aient averti qu'il faut aller avec personne, déjà je suis angoissé, j'ai compris que je me suis fait enlever, il n'y a pas de musique, ils ne me parlent pas, j'ai pas bougé, j'étais terrorisé, un enfant de 8 ans, voilà, voilà.
Puis c'est le trou noir. Grégory n'a plus aucun souvenir que ceux qu'il vient de nous confier, jusqu'au lendemain matin, un dimanche. Convenons-en, c'est un véritable miracle que le petit Grégory soit aujourd'hui vivant après cette agression. Enlevé, violé, frappé, laissé pour mort et jeté dans une décharge publique située à une quarantaine de kilomètres de Grenoble, l'enfant, qui est âgé de 8 ans, parvenait à se traîner sur un chemin et à donner l'alerte. Je me suis retrouvé dans une décharge avec un terrible mal de tête, terrible bourdonnement dans la tête. Je me souviens que je touchais comme ça et tout, c'était comme de la gélatine, comme de la confiture bizarre, plein de sang, plein de mouches et tout. L'enfant se traîne jusqu'à la route où un passant se porte à son secours. Il tente alors de décrire son agresseur au policier. Et je vais dire la trentaine. Ouais, la trentaine. 28, 35 ans comme ça. Je dirais plutôt une taille entre, allez, 1,70 à 80, je pense pas plus. Je me rappelle qu'il avait un tatouage. Un tatouage, je sais qu'il avait, c'était un cœur transpercé d'une flèche. Il y avait des initiales que, c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, franchement, j'ai eu... Parce que c'était un T, un L, un M, franchement, j'ai aucune idée. Mais je sais qu'il y avait, c'était 2 initiales séparées d'un plus. Mais les souvenirs de Grégory ne sont pas assez précis. Aucun coupable ne pourra être identifié. Il va donner une description de ce qu'il peut se souvenir, il va donner une description de la voiture, ils vont là il va y avoir beaucoup de policiers qui vont être mobilisés sur cette affaire et ça ne donne rien, ni le portrait robot, ni la voiture. Comme pour Grégory, c'est à Grenoble que se produit 2 ans plus tard, en 85, la disparition suivante. Cette fois-ci, il s'agit d'une petite fille. Anissa a 5 ans et demi, les cheveux bouclés châtains et plus courts que sur cette photo. Le soir de sa disparition, elle portait un pull blanc et un short bleu. Ses parents habitent au 7e étage de cette tour de l'avenue Paul Coca dans le quartier de l'Abbaye, où s'est produite la disparition d'Anissa le mercredi 26 juin. Et 15 jours plus tard, le corps d'Anissa est découvert au barrage de Beauvoir sur l'Isère. La petite fille s'est noyée. Son corps ne porte aucune trace de violence physique ou sexuelle. Comment est-elle donc arrivée jusqu'à ce fleuve ? C'était une petite fille qui n'était pas particulièrement intrépide, hein, d'après les éléments recueillis. Et donc il semble peu probable qu'elle ait rejoint l'Isère, donc située à 2 km, à plus de 2 km de chez elle, par ses propres moyens. Un autre scénario est envisagé. Après une chute, le violent orage de ce soir-là aurait pu emporter l'enfant. Si ça avait été le cas, son corps aurait subi une abrasion dans tout le réseau des égouts avec une pression suffisamment forte pour emmener le corps. Il y aurait eu des abrasions qui seraient apparues, même post-mortem. Et ça, il n'y avait pas. Donc effectivement, elle s'est noyée par immersion. Dans quelles circonstances, ça, l'enquête n'a pas pu le déterminer. Et aujourd'hui, on ne le saura pas. Hein. Cette même année 85, un squelette d'enfant est découvert dans une grotte du Vercors par 2 spéléologues. Retour sur les lieux avec André Verret, le seul journaliste qui a couvert l'ensemble des affaires. Donc André, c'est là, dans ce trou, que les 2 spéléos vont trouver le squelette. Oui, alors ils commencent leur petite visite du secteur. Quand le premier s'avance, très rapidement, ils trouvent un petit muret de pierre. Un peu comme celui-là. Voilà, un peu comme celui-ci. C'est peut-être celui-ci d'ailleurs. Ouais. Ils dégagent et derrière, ils trouvent des ossements. Il n'y a pas de corps, il n'y a que des ossements. C'est un squelette et ce n'est pas un squelette complet non plus. Il n'est pas complet, mais on voit que c'est un squelette d'enfant. On verra par la suite, on dira par la suite, parce qu'au début on dit « Ah, c'est peut-être un... » On ne sait pas au début. Non, on parle de la guerre. On parle même de la guerre. Ici, dans le Vercors, il y a eu des combats, beaucoup de combats, beaucoup de victimes, et on pense que ça peut être un squelette qui date de la guerre. Bon, et après, on dira « Il peut s'agir d'un squelette d'enfant. » On a même parlé de Ludovic Janvier. Ludovic Janvier, c'est le petit garçon disparu 2 ans auparavant, et dont on n'a retrouvé aucune trace. Les enquêteurs vont donc chercher à savoir si ce cadavre est bien le sien. Les premiers rapports des experts les confortent sur leur piste. L'âge du squelette correspondrait à celui de Ludovic. La datation de la mort remonte à sa disparition. La méthode la plus fiable utilisée à l'époque, c'est la comparaison de la dentition. Hélas, Ludovic n'était jamais allé chez le dentiste et sa famille ne disposait donc pas de radiographie de sa dentition.
faut dire une chose, c'est qu'à ce moment-là, l'endroit est beaucoup plus caché. Il y a ici de la végétation, la route n'a pas été élargie. C'est très facile de se garer en bas, de monter là le long de la muraille. Et Tout à fait, oui. On arrive directement Oui. au trou. D'autant plus qu'à l'époque, il y a 35 ans, la route n'avait pas été réaménagée. Tout ce secteur a fait l'objet de travaux. On voit bien qu'il y avait de la végétation là. Donc on est à couvert, même en plein jour. On est dissimulé, quand on est à l'entrée de ce trou, on est dissimulé par la végétation qui existait à l'époque. Quand même, il fallait connaître cet endroit. C'est pas par hasard qu'on vient là, il faut connaître, quoi. Il me semble qu'il faut connaître. Il va aller dans un endroit où il est allé déjà, il va pas aller dans un endroit inconnu. Donc il sait qu'il y a des anfractuosités, il va essayer de peut-être, même s'il faut prospecter un peu, c'est quand même quelqu'un qui connaît la région. Mais il y a, dans la cuvette grenobloise, il y a 450 000 habitants, à l'époque peut-être 400 000. Ça fait 400 000 personnes qui connaissent sans doute cette région. Le crâne a été fracassé, la police conclut donc au meurtre. Le corps d'enfant ne sera jamais identifié. D'ailleurs, il ne pourra jamais l'être. Vous verrez pourquoi et comment la justice en est venue à ordonner sa destruction des années plus tard, malgré le poids de la tragédie. Car entre-temps, la macabre série continue de sévir en Isère. En 1987, c'est cette autre petite fille, Sharazed, 10 ans, qui s'évanouit dans la nature, à Bourgoin-Jallieu, dans le nord du département. Un an avant la disparition, en 88, de Nathalie Boyer. La jeune femme de 15 ans ne rentrera jamais de sa promenade. Elle est issue d'un couple divorcé. Sa mère, donc, qui en a la garde, a priori des difficultés d'autorité sur une jeune fille qui est en crise d'adolescence, et donc elle est dans un foyer. Et elle vient passer le week-end donc, chez sa mère au mois d'août, et le soir elle descend au bas de son immeuble, et elle ne rentre pas, et son corps est retrouvé le lendemain à 4 ou 5 km de son lieu de disparition. Nathalie a été égorgée et abandonnée sur un sentier de Saint-Quentin-Falavier. L'autopsie ne révèle pas de violence sexuelle. Le 13 janvier 89, Fabrice Ladoux, 12 ans, quitte son domicile à Grenoble en direction de l'école, où il n'arrivera jamais. 3 jours après, un promeneur fait une macabre découverte à une vingtaine de kilomètres de Grenoble, dans le massif de la Chartreuse. C'est au fond de ce ravin que le corps sans vie de Fabrice Ladoux a été retrouvé. On a relevé des traces de strangulation. Fabrice a sans doute été victime d'un maniaque sexuel. Un homme de la région est suspecté, mais aucune preuve n'établit sa culpabilité. Encore une affaire non résolue. Le département de l'Isère ne connaît décidément pas de répit. L'année suivante, le 5 août 90, la série noire frappe un autre petit garçon, Rachid Bouzian, 5 ans. Ce vendredi, en fin d'après-midi, il joue au pied de son HLM à Échirolles. Il n'est pas remonté dîner. 48 heures plus tard, on comprend ce qui lui est arrivé. Ce matin, vers 10 h, 2 usagers du parking souterrain, situé à 200 mètres du domicile des Bouzian, ont découvert le corps de Rachid, enroulé dans une sorte de tapis, à l'intérieur de ce box inutilisé. Dans ce quartier très chaud d'Échirolles, la banlieue populaire de Grenoble, l'émotion était considérable et toutes les hypothèses étaient échafaudées. Ce meurtre d'enfant en Isère est le seul qui sera résolu. Le coupable est identifié et condamné. Il s'agit de Karim Katefi, un homme du quartier. Pourrait-il être l'auteur d'autres de ces crimes d'enfants? À l'époque, l'enquête n'a pas cherché à le savoir. La malédiction continue de frapper tous les ans. Le 15 avril 91, Sarah Siad, 6 ans, est enlevée à Vorep entre 18 et 19 heures alors qu'elle jouait non loin de chez elle. Le lendemain, son corps est retrouvé par la police. C'est là, à quelques centaines de mètres du domicile familial, qu'on devait retrouver vers 8 heures le corps sans vie de la petite Sarah, 6 ans, Benjamin avec sa jumelle des 9 enfants de la famille Siad. L'affreuse nouvelle a fait le tour de Vorep en un instant. La petite fille a été étranglée, elle a très probablement subi des sévices sexuels. Mais du côté des enquêteurs, pas la moindre piste jusqu'ici. Un crime en tout cas sans équivalent dans l'Isère depuis des lustres, commande sobrement le capitaine du service central des recherches. Depuis des lustres, une affirmation totalement incompréhensible aujourd'hui. Mais à l'époque, le journaliste André Verret se souvient de la façon dont les événements sont appréhendés. Le temps passant vite, une affaire en efface une autre pratiquement, et au lieu de se superposer, je pense que c'est plutôt une affaire en efface une autre.
Donc il y a une affaire qui se passe ici, et puis une autre là, c'est un service qui s'en occupe, puis un autre service, un service de police, et puis un service de gendarmerie. Donc une affaire a tendance, à ce moment-là, à en effacer une autre. Après le meurtre de Sarah Siad, l'Isère connaît enfin 5 années d'accalmie. Mais en 1996, la sinistre série reprend de la façon la plus improbable, dans un endroit désert, à 2000 mètres d'altitude. Léo, 6 ans et demi, a disparu 1 heure seulement après avoir posé pour cette photo. C'était le 19 juillet dernier, il bivouaquait au bord de ce lac de montagne et c'est en allant chercher de l'eau qu'il s'est mystérieusement volatilisé à quelques dizaines de mètres de son père. Le lac est sondé. Le massif du Taillefer est passé au peigne fin sans qu'on retrouve aucune trace de l'enfant. Le mystère s'épaissit de jour en jour. On imagine mal un criminel enlever un enfant à cet endroit. C'est quand même plus facile de trouver un enfant dans une ville qu'en pleine montagne. En pleine montagne où il y a souvent des randonneurs, c'est rare qu'il y ait des enfants. Où les enfants, il n'y a même jamais d'enfants tout seuls. Les enfants sont avec des adultes, ce qui était le cas, puisque Léo était avec son père. 2 mois plus tard, ses parents sont toujours en train de le chercher. Plus on cherche et moins on le trouve, donc c'est évident que s'il n'est pas dans cette montagne, l'hypothèse de l'enlèvement vient maintenant en premier. Comme Philippe Pignot, Ludovic Janvier et Sharazed Bendouyou, Léo Ballet ne sera jamais revu vivant. Cette même année 96, Saïda Berche est la dernière des victimes de l'Isère et la seule qui sera rapprochée d'une autre des affaires. Comme Sarah, 5 ans plus tôt, Saïda est enlevée et retrouvée à Vorep. Cette enfant de 11 ans est découverte étranglée, elle aussi, dans ce canal. Faute d'éléments, le dossier est classé. La famille se sent tenue à l'écart par la justice et les gendarmes. C'est vraiment le parcours du combattant, parce que nous, on va pour des informations, pour savoir, parce que nous, ça nous ronge intérieurement. Pas moins de 10 enfants ont disparu ou ont été assassinés en Isère. Toutes ces affaires présentent des similitudes. Souvent, les enfants sont d'origine maghrébine, habitent dans des immeubles HLM, disparaissent et sont retrouvés morts près de leur domicile. Malgré ces points communs, la justice n'a jamais envisagé l'existence d'un tueur en série. Chaque cas d'enfant a été traité séparément. Et donc, pourquoi? Parce qu'on a malgré tout une institution judiciaire, une institution policière qui fait que si vous êtes tué en ville, on va saisir la police. Si vous êtes tué à la campagne, on va saisir les gendarmes. Si vous êtes tué d'un côté du département de l'Isère, l'affaire va être instruite à Grenoble. Si vous êtes de l'autre côté, elle va l'être à Bourgoin-Jallieu. Je veux dire, au fond, on a des institutions qui sont complètement émiettées, qui connaissent les limites administratives, là où les tueurs en série ne savent même pas qu'elles existent. Alors les avocats Seban et Herman décident eux aussi d'ignorer les limites que la justice s'est imposées. D'emblée, quand ils reçoivent des dossiers, ils se disent on va chercher là où personne n'ira chercher. Ils croisent, ils recoupent avec d'autres dossiers, d'autres affaires, ils font les archives de la presse, ils voient tout ce qui s'est passé dans cette région. Du coup, ils réussissent à établir une liste des enfants disparus ou assassinés dans cette région entre telle et telle date, sur une période de temps donnée. Ensuite, la justice se saisit ou non de l'affaire. Ça marche comme ça, et pas l'inverse. C'est pas la justice qui se pose des questions et qui répond. C'est nous qui posons, nous, journalistes, avocats, qui posons les questions. Et la justice, peut-être, consent à y répondre ou non. Dans les mains des 2 avocats, chaque enfant disparu en Isère n'est plus un cas isolé. Pour la première fois, on parle des disparus de l'Isère. C'est une seule et même affaire. L'acharnement de Férouz, qui enquête seul sur la disparition de sa sœur depuis presque 20 ans, commence enfin à porter ses fruits. Effectivement, longtemps après toutes ces affaires, on n'en aurait plus parlé. Si une famille ne s'était pas accrochée, c'est normal, Férouz Bendoui, qui a envie de savoir, qui était gamine d'ailleurs quand sa sœur a disparu, et qui a envie de savoir, et c'est normal. Férouz, elle est arrivée là, elle s'est battue, c'est l'affaire de sa vie. L'affaire de sa vie, c'est aussi l'affaire de la vie de toutes les autres familles d'enfants victimes. Désormais, ils ne seront plus condamnés à l'oubli. L'affaire des disparus de l'Isère est née. Nous
voici donc face à un véritable cold case, l'expression anglo-saxonne désormais célèbre pour qualifier d'anciens dossiers criminels qui n'ont pu être résolus, comme l'affaire des disparus de l'Isère justement, qui sommeille depuis presque 30 ans. L'avènement de l'ADN a été à l'origine de nombreuses réouvertures de dossiers restés énigmatiques, à l'origine parfois aussi de la manifestation de la vérité. Alors, face à ces 10 crimes sur enfants en Isère, il est tout à fait possible que toutes les nouvelles techniques scientifiques apportent des indices inédits. Mais avant tout, les familles des victimes et leurs avocats estiment qu'il est du devoir de la justice de se remettre en question face à ces 10 crimes, à ces 10 échecs, et de faire ce qui semble évident aujourd'hui, regrouper tous ces dossiers pour les croiser et les comparer dans une seule et même enquête. Le chemin judiciaire à emprunter est long et semé d'obstacles. Regardez comment, à force de ténacité, de nombreuses années de lutte vont aboutir à la création pour la première fois en France d'une cellule d'enquête inédite de la gendarmerie. Les avocats Didier Seban et Corinne Herman reprennent l'enquête à zéro. Pour ce faire, ils doivent récupérer les dossiers de chaque enfant, c'est-à-dire tous les actes d'enquête réalisés à l'époque. Évidemment, la justice est censée garder précieusement tous les dossiers criminels, qui plus est lorsqu'il s'agit d'affaires non résolues, de cold case, concernant des mineurs. Pourtant, même à ce premier stade élémentaire, c'est déjà le parcours du combattant. Les premiers obstacles, c'est d'une part déjà de retrouver le dossier. Le problème, c'est que souvent, ces dossiers ont disparu, qu'on met des mois et des mois à en obtenir la copie, à s'assurer qu'il ne manque pas de pièces. Perdre des dossiers, des procès-verbaux, c'est malheureusement aussi déplorable que courant. Dans tous les tribunaux, on se rend compte que c'est n'importe quoi. C'est volumineux, un dossier criminel. Il faut bien les classer à un moment donné. Alors ils sont classés, c'est incroyable. Je veux dire, on est encore au Moyen-Âge. On est à l'âge de la pierre. Sur le plan de la justice, il n'y a rien qui est fait sérieusement. Souvenez-vous, le parquet de Grenoble avait déjà annoncé à la famille de Ludovic Janvier, disparu en 83, que son dossier était perdu. Un véritable scandale qui suscite jusqu'à l'indignation du ministre de la Justice d'alors, Michel Alliot-Marie. On ne peut pas accepter en 2010 en France que la justice soit dans l'incapacité de relancer des investigations nécessaires, simplement parce que des dossiers ont disparu. Parce qu'il est évidemment inconcevable que la justice en France puisse perdre des dossiers judiciaires. C'est encore plus inconcevable lorsqu'il s'agit de dossiers criminels, lorsqu'il s'agit de dossiers non résolus. Lorsque les avocats entrent en jeu, ils rencontrent un peu plus de succès que les familles. Le dossier réapparaît, enfin, si on peut appeler ça un dossier. Voilà ce que c'est le dossier Janvier, c'était ça, disparition d'un enfant il y a 27 ans. Voilà tout ce qu'on avait en procédure quand on a commencé ce dossier il y a 2 ans. Finalement, plus les petits le dossier, plus on a de travail à faire, puisqu'on ne peut pas dire qu'on a cherché un enfant en ayant fait si peu de PV. C'est choquant, moi quand j'ai vu le dossier de mon frère la première fois, je suis repartie, je pleurais. Hein, parce qu'il n'était pas plus épais que ça. Moi ça m'a, enfin voilà quoi, ça m'a vraiment peiné quoi. De savoir que mon frère c'était peut-être 3 bouts de feuilles, c'était tout. Les familles prennent conscience de l'ampleur du travail à réaliser aux côtés des avocats, ne serait-ce que pour récupérer leur dossier. Une fois qu'on a ces dossiers, on les lit. On se dit qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui pourrait être fait. Et est-ce qu'il est intelligent ou il est complètement idiot de rapprocher tel dossier avec tel autre? Rapprocher des dossiers, c'est chercher si le même assassin se cache derrière plusieurs victimes. Au fond, c'est chercher un tueur en série. Qu'est-ce que c'est véritablement un tueur en série? C'est un criminel, c'est un tueur que la justice a loupé. C'est un tueur que les enquêteurs ont loupé. C'est un tueur qu'on a tous loupé. Un tueur ne va pas tuer 2 fois, 3 fois, 4 fois si on l'intercepte dès le premier ou deuxième meurtre. Donc ces tueurs en série, ils sont l'image même des échecs de la justice et des enquêtes. Et c'est pour ça que ça peut faire peur aussi quand on arrive avec une série d'enfants. Comment expliquer autant de crimes sur enfants non résolus si on n'envisage jamais l'hypothèse d'un tueur en série? Une hypothèse à laquelle la justice s'est opposée et qui explique peut-être son échec dans ce dossier des disparus de l'Isère. Avant d'être avocat, Corinne Herman est une criminologue spécialisée dans les tueurs en série. Est-ce qu'il est possible qu'il n'y ait qu'un seul tueur en série pour toutes ces affaires de l'Isère? Aujourd'hui, on ne le sait pas. On ne peut pas le savoir parce qu'il y a des différences entre les dossiers concernant les enfants. Probablement qu'il y a un tueur en série au moins, voire 2, d'après les gendarmes. Peut-être que les 2 séries sont le fait d'un seul et même tueur ou d'un groupe de tueurs.
probablement que l'ensemble des dossiers ne sont pas dus à un seul tueur. Maintenant, si on a plusieurs tueurs, on a du travail parce qu'on a plusieurs personnes qui sont susceptibles de récidiver sur des enfants. Et c'est, à mon avis, probablement plus grave d'avoir plusieurs séries qu'une seule. Dans l'inconscient collectif, un tueur en série est tout seul. Il est rarement tout seul, le tueur en série est rarement tout seul. C'est une imagerie américaine qu'on nous a exportée ou importée par les séries américaines. Le tueur en série, souvent il a des complices qui l'aident, sa femme, son environnement, des copains, des complices qui vont l'aider dans ses actions. Et parfois même, ils sont plusieurs tueurs ensemble. On a connu des cas de tueurs qui ont eu finalement une carrière en solo et qui se sont croisés à un moment donné et ont tué ensemble. Notamment l'affaire qui a eu lieu à Périgueux où effectivement Didier Gentil qui avait tué à la Motte du Caire et Francis Saulme qui ont été acquittés tous les deux dans cette affaire mais avaient tué manifestement ensemble sur ce dossier. Et on retrouve des croisements comme ça entre des tueurs. On peut avoir des tueurs qui se sont rencontrés sur Grenoble, qui ont agi ensemble et qui ont continué à agir séparément, où l'un ou l'autre d'entre eux a été intercepté et l'autre a continué sa série. Pourquoi alors la justice en Isère n'a-t-elle pas fait de rapprochement entre toutes les affaires de disparition d'enfants? On se heurte très souvent à le manque d'envie de la justice. Quand on se trouve devant une série de 10, 12 enfants, lorsqu'on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas envie de le faire, tout simplement. C'est vrai qu'il faut reprendre de vieux dossiers poussiéreux qu'on n'a pas envie de revoir. C'est vrai qu'on n'a pas envie de regarder ces échecs en face parfois. C'est vrai qu'on se dit on n'a pas pu le faire à l'époque, pourquoi on pourrait le faire aujourd'hui? André Verret connaît parfaitement la région et ses affaires. Il a vu les enquêteurs au travail. À l'époque, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire sur chaque enquête, chaque service. Et bon, surtout quand c'est des histoires d'enfants. Sur les policiers et les gendarmes, ils ont des enfants aussi, hein, ils mettent un point d'honneur à faire tout ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas l'avis de Corinne Herman. Les affaires auraient dû être mises en perspective. Il était intéressant de revoir l'ensemble des dossiers, de vérifier si finalement l'ensemble de ces petites filles ou l'ensemble de ces petits garçons ne présentaient pas les mêmes aspects. Est-ce qu'ils avaient été enlevés dans les mêmes endroits? Est-ce qu'ils habitaient la même rue? Est-ce qu'ils avaient le même âge? Est-ce que leur famille se connaissait? Tous ces éléments-là, on ne peut les vérifier que si on lit l'ensemble des dossiers. Lier les dossiers, comme ils l'ont fait précédemment pour les disparus de Lyon, c'est la spécialité de ce duo d'avocats. Ils partent du postulat que la sérialité est une possibilité. Parce qu'en France, on n'envisage pas, ce qu'on commence seulement à envisager maintenant, en fait. On pensait que c'était une spécialité américaine, le crime en série. Ou en tout cas, c'était quelque chose d'exotique, quoi. C'était pas chez nous. Jamais, aucune enquête n'était menée en mettant en perspective plusieurs crimes. Jusqu'à Guy Georges, c'est-à-dire jusqu'à il y a un peu plus d'une dizaine d'années, en France, on était censé ne pas avoir de tueurs en série. Un tueur en série en Isère, beaucoup d'éléments viennent à l'appui de cette hypothèse. Le facteur géographique, par exemple. Sur la dizaine d'enfants enlevés, 3 seront retrouvés au même endroit ici, à Vorep, une riante petite commune à une quinzaine de kilomètres de Grenoble. Suivez-moi. Ce qui est curieux ici, c'est qu'on a le même secteur de Vorep d'un côté et de l'autre, où deux affaires concernant les disparus de l'Isère se passent. Et même 3. Dans les années 80-90, Vorep est une petite commune de 8000 habitants, située à une quinzaine de kilomètres de Grenoble. Elle va être le théâtre de plusieurs des tragédies de la région. En novembre 96, la petite Saïda Berche quitte son domicile vers 17 h pour se rendre au gymnase de l'Arcane. Elle n'avait que 100 mètres à parcourir. La disparition hier d'une fillette de 10 ans à Vorep, en Isère, alors qu'elle devait se rendre dans un gymnase. D'importantes forces de gendarmerie sont à sa recherche. Son corps n'est retrouvé que 2 jours plus tard, au bord d'un petit canal. Elle a été étranglée. Ici, on est dans la plaine de Vorep. Et on n'est pas très loin d'ailleurs du bourg, à vol d'oiseau, on est à 1 kilomètre. Et ici, on est quand même dans cette plaine, c'est assez désert, assez sinistre même. Et c'est ici que Saïda Berche a été emmenée par son agresseur, et c'est ici qu'on va retrouver son corps. Près de ce petit pont, là, il y a un peu d'eau qui coule, et c'est ici que son agresseur va abandonner le corps. Mais jamais aucun coupable ne sera identifié. Aucun policier à l'époque, en charge des investigations, n'a souhaité nous rencontrer.
Pourtant, la mort de Saïda ressemble étrangement à celle de Sarah, 5 ans plus tôt, déjà à Vorep. Et en 83, avant les deux fillettes, c'est le petit Grégory Dubrulle qui a été retrouvé mourant dans la même funeste commune. Grégory avait été abandonné par son agresseur ici. Il l'avait laissé pour mort apparemment et on l'a retrouvé vivant, Dieu merci. Un ou plusieurs assassins se sont débarrassés de 3 des enfants martyrs de l'Isère au même endroit, dans un périmètre de moins de 2 km. On peut effectivement, dans ce cas-là, on peut faire un rapprochement parce que c'est à Vorep, que c'est pas loin de Vorep. Il y a un peu la même façon d'abandonner rapidement. C'est quelqu'un de pressé, manifestement. Quelqu'un est pressé et abandonne facilement dans un endroit qui est très proche du bourg, mais qui est désert quand même, en tout cas la nuit. Et c'est un endroit facile, oui, pour abandonner quelqu'un sans être inquiété. Car personne, en effet, n'a été inquiété pour le supplice de ces 3 mineurs. Des critères de regroupement entre tous les crimes d'enfants en Isère, entre 80 et 96, il en existe encore d'autres. Les avocats des familles distinguent 2 groupes. Cette série concerne 3 garçons, qui sont Ludovic Janvier, Grégory Dubrulle et Fabrice Ladoux. On peut rajouter avec un point d'interrogation peut-être le corps du Vercors, puisqu'il n'y a aucun doute sur l'assassinat de cet enfant et sur la façon dont il a été assassiné. Il présente des traces identiques à Grégory Dubrulle. Il reste peut-être d'autres enfants qui pourraient être rapprochés de cette série, mais pour l'instant, sur ces 4 cas-là, on peut dire qu'on trouve des coïncidences, des concordances, des rapprochements très importants. À quelques mois d'intervalle dans le centre de Grenoble, Ludovic Janvier et Grégory Dubrulle ont tous 2 suivi un homme dans son véhicule. Grégory, comme Fabrice Ladoux, a été frappé à la tête, violé et abandonné le long d'une route. Mais Fabrice, lui, n'a pas survécu. Quant au squelette d'enfant retrouvé dans le Vercors, il présente lui aussi une blessure à la tête et reposait près d'une départementale. La deuxième série concerne des petites filles. Et on trouve 2 petites filles qui présentent des conditions d'enlèvement, l'heure à laquelle elles ont été enlevées, le lieu dans lequel elles ont été enlevées, qui permet de rapprocher ces 2 dossiers, encore une fois, sur un mode opératoire assez similaire. Peut-être d'autres dossiers viendront se greffer sur cette série. Car Saïda Berche, Sarah Siad, Charazed Bendouillou et Anissa Wadi sont toutes des petites filles d'origine maghrébine, âgées de 5 à 10 ans, habitant des HLM, et contrairement à la majorité des enfants disparus, ce n'est pas un jour d'école qu'elles ont été enlevées. Ont-elles toutes été victimes du même meurtrier? Certains restent sceptiques sur ces rapprochements et sur l'existence d'un éventuel tueur en série. Une fille enlevée à Vorep, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblance avec un garçon enlevé à Grenoble. Tout d'un coup, 20 ans après, c'est comme si tout ça s'était passé le même jour, ou la même semaine, ou le même mois. Et si on peut imaginer qu'il y a un seul type qui est là, un tueur en série extraordinaire qui échappe à tous les services, et alors c'est inquiétant. Il n'y a rien de pire en France aujourd'hui que de dire il existe une série. Il existe un tabou en France sur le mot tueur en série. Une série, c'est un tueur en série, pas forcément. On peut avoir 10 tueurs, on peut avoir des tueurs qui se sont rencontrés, qui se sont croisés, on peut trouver la trace de ces tueurs d'un dossier à l'autre, et puis on peut avoir effectivement des tueurs en série. Comment déterminer si un ou plusieurs tueurs en série ont sévi en Isère? Il fallait qu'on ait les mêmes enquêteurs qui lisent l'ensemble des dossiers pour vérifier si on pouvait regrouper les dossiers par 2, par 3, et si on ne pouvait pas trouver des éléments de preuve dans un dossier pour un autre dossier. Alors les avocats vont demander la création d'une cellule d'enquête spéciale, un groupe de gendarmes qui travaillerait uniquement sur ces dossiers de l'Isère, une demande exceptionnelle qui va leur demander beaucoup de travail et d'énergie. Alors on nous dit souvent, vous êtes dans le fantasme du tueur en série. Moi, je ne sais pas si ce qui est plus grave à Grenoble, c'est qu'il y ait 10 meurtriers en circulation ou qu'il y en ait 2 ou 3. Donc, pour nous, ce n'est pas un fantasme, c'est une manière d'essayer de résoudre des dossiers sur lesquels tout le monde, la police, la justice, est en échec. Et pour lesquels, malgré tout, finalement, les seuls qui restent dans le souvenir et dans la volonté de savoir, c'est les familles. Comme la sœur de Ludovic, disparue à 6 ans, en 83. Après, quoi qu'il arrive, il faudra une vérité. Je sais que même si on le retrouvera mort, eh ben, j'aurai un clash, ça me fera mal.
Mais au moins on saura la vérité. Maître Seban et Herman se lancent dans une opération de harcèlement judiciaire. Ils mettent tout en œuvre pour qu'une enquête se penche enfin sur les disparus de l'Isère. Au printemps 2008, le procureur général de Grenoble crée la cellule mineure 38. L'enquête peut enfin commencer. Il aura fallu 3 ans de combat. C'est une première en France. Un groupe d'enquêteurs a été réuni pour reprendre tous les dossiers non résolus des enfants en Isère entre 83 et 96. La cellule mineure 38, 38 comme le département de l'Isère, est composée de 12 enquêteurs spécialisés de la gendarmerie nationale. 7 d'entre eux, issus de la section de recherche de Grenoble, sont chargés des investigations sur le terrain. Les 5 autres sont des analystes criminels, des profilers qui se penchent sur la personnalité des tueurs. La mise en place de cette équipe inédite en France est une victoire de taille pour les familles. Alors, la cellule mineure 38 va-t-elle parvenir à apporter enfin des réponses 20 ans après? Nous sommes en 2008, soit environ 20 ans après les affaires non résolues de l'Isère. 20 années donc auront été nécessaires pour que la justice se décide à recouper tous ces meurtres d'enfants aux similitudes troublantes. Enfin un espoir pour les familles de disparus. Madame Martine Valdès-Boulouc, procureure générale au tribunal de Grenoble, nous indiquait qu'en fait elle allait nous recevoir assez régulièrement à la suite de la création de la cellule 38, que tous les 6 mois on aurait une réunion pour faire un peu le point, et puis si on avait des informations à apporter, qu'on les apporte. Et plein de choses merveilleuses, un numéro vert qui est mis en place. Donc, on était vraiment plus que satisfaits parce que c'était, je ne peux pas dire beaucoup, c'était enfin. La création de la cellule mineure 38 est aussi l'occasion pour les familles de se rencontrer. Je ne connaissais pas les autres familles, je les ai tous rencontrés lors de la première réunion. Et qui d'ailleurs c'était quand même bien qu'on puisse se voir un petit peu. Puis il y en a certaines, on voit les déterminations et c'est vrai que c'était vraiment, on voyait les parents et puis un enfant de chaque parent, quoi. Et là on voyait bien que c'était vraiment les enfants qui voulaient vraiment prendre le flambeau des parents, quoi. Aller jusqu'au bout. Hein. Les familles peuvent être satisfaites. Jamais personne n'avait obtenu une telle mesure en France. C'est un événement parce que c'est une première en France. Il n'y a jamais eu de cellules qui aient été mises en place d'enquête sur plusieurs meurtres de cette manière-là. Donc c'est vraiment une nouveauté et on est vraiment très heureux de cette nouveauté-là. Et pour comparer tous les dossiers de l'Isère à la recherche d'un ou plusieurs tueurs en série, les analystes criminels disposent aujourd'hui de technologies de pointe. Bien souvent, le cerveau humain n'est pas en mesure de traiter des milliers d'informations de manière quasi simultanée. Donc on utilise l'analyse criminelle qui permet de faire ce travail et de détecter d'éventuels recoupements, liens qui pourrait y avoir au sein d'une même affaire ou entre les affaires elles-mêmes, quoi. C'est un travail de fourmi qui attend les enquêteurs. Retrouver les dossiers d'archivage, les stocker, relire toutes les auditions et les témoignages. Et parfois même procéder à de nouvelles auditions de témoins. Malgré ce travail de titan, on ne découvre pas l'ombre d'un suspect. À la suite des investigations qui ont été faites et des recoupements réalisés avec les autres dossiers, ces investigations n'ont pas amené d'éléments nouveaux permettant d'ouvrir d'autres hypothèses et donc ces dossiers ont été clôturés. Au terme de 2 années, la procureure de Grenoble décide donc de mettre un terme à la cellule mineure 38 sans jamais avoir tenu les familles au courant. Le 24 juin 2010, devant leur colère, elle les convoque pour une réunion très médiatique à Grenoble. Nous n'avons pas aujourd'hui, je dirais, les éléments pour dire que nous avons affaire à un criminel en série qui a sévi dans l'Isère et qui est l'auteur de l'ensemble des meurtres. Ça ne nous paraît pas possible de l'affirmer pour le moment. C'était pas une réunion d'information, c'est une réunion de fermeture en fait. Là ça s'est pas très bien passé, donc on est arrivé, on s'est réinstallé dans ce fameux bureau. Je me suis vraiment posé la question pourquoi on avait été convoqués. Hein. On n'a même pas eu le droit à la parole. Je vous reçois, mais voilà, vous n'avez pas votre mot à dire. Aujourd'hui c'est comme ça, comme ça, comme ça, l'enquête va être comme ça, comme ça, comme ça, et puis ça va être tout. Elle a pris ses documents, elle est partie comme elle est rentrée, elle a refusé de se retourner pour me parler. Là je me suis fâchée, j'ai dit non, j'ai dit vous vous en sortirez pas comme ça.
Moi, j'ai plus confiance. J'ai beaucoup de mal. Quelqu'un qui arrive, qui vous dit pas bonjour, qui ne vous explique rien, qui ne vous dit rien, on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas parler, on n'a pas de dialogue, il n'y a rien. Vous pensez quoi tout ça? Ça fait 27 ans que ça dure. 27 ans qu'on nous banane. Maintenant, il y en a marre. Il y en a marre. Une des principales questions restées sans réponse de la part du parquet. Qu'est devenu le squelette d'enfant retrouvé en 85 dans le Vercors? Ah ben, nous n'avons pas eu réponse sur qu'est-ce qu'on avait fait de ce corps d'un enfant, qu'est-ce qu'on a fait des scellés, puisqu'il semble peut-être que certains scellés, certaines preuves de crime ont été retrouvées, et qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va les analyser? Est-ce qu'on va passer leur ADN? Quels sont ces scellés? Quels espoirs on peut avoir? Devant le tollé provoqué par la fermeture de Mineur 38, la procureure revient sur sa décision et maintient les enquêteurs au travail. Seulement voilà, aujourd'hui à Grenoble, ils ne sont plus que 3 officiellement dédiés aux disparus de l'Isère alors qu'ils étaient 12 à plein temps au tout début de l'affaire. La cellule est donc en sommeil, à moins qu'un élément nouveau ne vienne relancer les investigations. Ça peut être n'importe quoi, hein. Je veux dire, une déclaration, quelqu'un qui vient se constituer en disant qu'il est l'auteur des faits, que sais-je. Encore que, comme je vous le disais, s'agissant de dossiers prescrits, ça la manifestation de la vérité n'amènerait pas de suite judiciaire. Hein. En clair, même si le coupable est identifié ou s'il est confondu, il ne pourra pas être condamné. C'est l'originalité de la cellule mineure 38, c'est que dans certains cas, on sait que les gens ne pourront pas être condamnés ni jugés. La prescription est une notion juridique qui tourmente et scandalise les familles. Prescription, le dossier n'est plus. Le dossier est fermé, c'est terminé. On n'en parlera plus. Et même si un jour il y a un coupable, il ne sera pas condamné. Et ça, il est hors de question que celui qui a fait ça ne soit pas condamné. Nous, ça fait 27 ans qu'on souffre. Je ne vois pas pourquoi lui, il aurait fait ça et que ça va être prescrit et que lui va vivre sa vie et pas la nôtre. On peut pas, il ne faut surtout pas faire ça. Vous vous rendez compte de la souffrance, là? La prescription est une notion difficile à comprendre. Explication avec une professionnelle. Mais à quoi ça sert la prescription? Ça ne devrait même pas exister. Anciennement, la prescription avait été mise en place par le législateur pour finalement fermer des dossiers qui étaient trop vieux. Les gens mouraient à 40 ans, ils avaient une espérance de vie beaucoup moins longue qu'aujourd'hui, les preuves disparaissaient, le témoignage devenait de plus en plus flou, donc on a décidé qu'au bout de 10 ans, finalement, on ne pouvait plus résoudre une affaire parce que les preuves étaient incertaines. Mais avec l'évolution de la police technique, l'évolution des médias, l'allongement de la durée de la vie, aujourd'hui, on peut résoudre des affaires qui ont 40 ans, qui ont 50 ans. Pour l'instant, on se limite à 30 ans dans la plupart des dossiers, mais on peut résoudre ces affaires et aujourd'hui, la prescription n'a plus de sens. Et dans les autres pays, ça se passe comment? Il y a prescription ou pas? La prescription n'existe pas dans les systèmes anglo-saxons, en tous les cas pas sous la forme que nous connaissons en France. Cette prescription n'existe pas. On a résolu des affaires aux États-Unis qui avaient 40-45 ans grâce à la police technique. Aux États-Unis, un dossier reste ouvert tant qu'il n'a pas été résolu. C'est le thème de séries américaines qui font les joies, exactement, qui font les joies de la télé. En France, on ne peut pas le faire normalement, mais on peut trouver des moyens d'écarter cette prescription. Depuis l'affaire Émile Louis, moi je redoute qu'un tueur en série sorte libre parce qu'il y aurait cette notion de prescription. Nous n'avons cessé de demander à tous les politiques que nous avons rencontrés, aux magistrats, de militer pour que cette prescription soit écartée. Elle est toujours là. La prescription est toujours là, et parfois même là où elle ne devrait pas être. Les dossiers de Charazade et Ludovic vont révéler une véritable aberration juridique. Les 2 enfants ont disparu dans les années 80 et on n'a jamais retrouvé aucune trace d'eux, vivants ou morts. Malgré tout, la procureure de Grenoble affirme qu'aucune enquête ne peut plus être menée pour les retrouver. De manière générale, on nous dit « mais c'est prescrit », on commence par nous dire ça. C'est-à-dire qu'on a arrêté l'affaire il y a plus de 10 ans, donc il n'y a rien eu depuis, donc c'est prescrit. Leurs arguments, c'est « ça n'est pas prescrit uniquement si l'enfant est séquestré ». Donc prouvez-moi qu'il est séquestré. Voilà. Autant dire mission impossible. Si on peut prouver que l'enfant est séquestré, c'est qu'on peut le retrouver. Encore une décision très difficile à avaler pour les familles de victimes. Alors c'est quelque chose qu'on a beau m'expliquer depuis le début, j'y crois pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, je n'y crois pas. Moi, une prescription, ce n'est pas possible dans le cas de ma sœur. On n'a jamais retrouvé ma sœur. Donc
Ils peuvent broder comme ils veulent, prescription pour des mobylettes, pas pour Charazade. Dire que les dossiers de Charazade ou Ludovic sont prescrits, c'est admettre qu'on abandonne toute chance, aussi minime soit-elle, de les retrouver. Je pense que s'agissant d'un enfant, tant qu'il n'est pas retrouvé, il ne peut pas y avoir de prescription. La prescription, il n'y a pas de prescription de la douleur, il n'y a pas de prescription de la recherche des familles. La personne n'est pas forcément morte. D'abord, même si elle est morte, il faut la retrouver pour que la famille puisse faire son deuil. Et si elle n'est pas morte, raison de plus pour continuer à la rechercher. Comment sait-on, après tout, que les enfants de l'Isère sont morts? On n'en sait rien. La procureure de Grenoble n'indigne pas que les victimes. À la chancellerie, la ministre de la Justice de l'époque, Michèle Alliot-Marie, fait savoir, par la voix de son porte-parole, qu'elle non plus ne tolère pas une telle interprétation de la loi. On peut penser que même des années après, même sans investigation, objectivement, cet enfant qui a été enlevé, s'il est encore vivant, il est donc retenu contre son gré, donc l'enlèvement perdure. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de prescription. Même si les chances sont minces, tant qu'on n'a pas retrouvé le cadavre d'un enfant disparu, on doit considérer qu'il est vivant et retenu contre son gré. Séquestré, comme la tristement célèbre Natacha Kampusch. Cette jeune fille autrichienne avait été enlevée en 88, à l'âge de 10 ans, et retrouvée 8 années plus tard. Elle avait réussi à échapper à son ravisseur qui l'avait séquestrée pendant toutes ces années. Face à l'argument de la possibilité d'une séquestration, la procureure de Grenoble doit finalement retourner sa veste. On a obtenu la réouverture de dossiers. Les dossiers de Ludovic Janvier et de Charazade Bendouillou sur le fondement de l'enlèvement et de la séquestration n'ayant pas pris fin puisqu'on n'a pas retrouvé ses enfants ou leur corps, elle ne pourra prendre fin qu'au moment où on saura ce qui s'est passé. Donc on a pu, comme ce sont des infractions continues, qui continuent dans le temps, qui n'ont pas pris fin, on a pu rouvrir les dossiers sur ce fondement-là. Lorsqu'un dossier est rouvert, c'est qu'un juge d'instruction mène une enquête pouvant mener à l'arrestation d'un suspect. Encore une bataille de plus de gagner pour les familles. Un combat qui a d'ailleurs permis de rouvrir 5 autres dossiers. Celui de Grégory Dubrulle d'abord, le seul survivant des disparus de l'Isère, celui de Léo Ballet, le petit garçon de 6 ans disparu en haute montagne et jamais retrouvé, et enfin ceux des 2 petites filles enlevées et retrouvées mortes à Vorep, Saïda Berch et Sarah Siad. Aujourd'hui, sur les 10 enfants disparus en Isère, 7 dossiers sont donc rouverts. Après avoir lutté contre la prescription pour rouvrir les enquêtes et batailler pour retrouver les dossiers des enfants disparus de l'Isère, les familles ne sont pourtant pas au bout de leur peine. Au cours de leur combat pour la manifestation de la vérité, elles vont découvrir un véritable scandale. C'est un article du Nouvel Obs qui met le feu aux poudres. La reporter Elsa Vigoureux révèle que la justice a ordonné en 1998 la destruction de plusieurs corps. Et parmi eux, le squelette d'enfant découvert en 1985 dans une grotte du Vercors. En 1985, alors que déjà 2 enfants avaient disparu en Isère. L'information fait réagir au sommet de l'État. L'ancienne ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, s'en est mêlée à l'époque et a ordonné une inspection des services judiciaires. Depuis la révélation du scandale, la procureure générale de Grenoble, Martine Valdès-Boulouc, nie farouchement et affirme que tous les corps ont été conservés. Alors nous avons mené notre enquête, regardez, c'est édifiant. Rappelez-vous, au cœur de la série noire qui a sévi en Isère dans les années 80, un squelette d'enfant avait été retrouvé. En 1985, des spéléologues ont découvert à l'entrée d'une grotte un crâne humain, puis des ossements. Et la reconstitution de ces ossements nous a permis de découvrir qu'il s'agissait du corps d'un enfant. Un enfant assassiné à coup sûr puisqu'il y a eu un examen médico-légal de ce corps qui démontre que cet enfant a eu le crâne fracassé par un objet contondant. Cet enfant anonyme a donc la même blessure à la tête que Grégory Dubrulle ou Fabrice Ladoux, 2 autres victimes de la mystérieuse vague meurtrière en Isère. La médecine légale de l'époque n'est pas en mesure d'analyser ces ossements, mais aujourd'hui, la police scientifique pourrait non seulement établir l'identité de ce squelette, mais aussi relever des indices primordiaux. On demande depuis 2008 des analyses sur ce squelette. On nous a indiqué que ce squelette avait été détruit. On nous l'a indiqué à plusieurs reprises. Nous avons demandé par plusieurs courriers l'assurance que ce squelette avait été détruit. On nous a répondu à plusieurs reprises du parquet général que ce squelette avait été détruit.
Elsa Vigoureux est reporter au Nouvel Observateur. Elle a souvent travaillé avec le cabinet Seban, mais cette information en particulier retient son attention. Quand je suis allée voir Corinne Herman et Didier Seban sur cette question, en fait, eux, ils m'ont parlé de la disparition du petit Ludovic Janvier. Et on en est arrivé à parler de ce corps du Vercors qui a été retrouvé en 85 et pour lequel un ordre de destruction avait été donné. Et donc ça m'a alertée, je me suis dit ouais mais c'est bizarre quand même un ordre de destruction pour un corps. La journaliste décide alors de mener l'enquête jusqu'au bout. On est tombé sur un document qui établit donc que le corps a été détruit. Parmi d'autres éléments dits X inconnus, enfin parmi d'autres. J'ai téléphoné à d'autres instituts médico-légaux pour comprendre en fait ce document, en fait, pour savoir ce que ça signifiait, inconnu. Quand il y a écrit inconnu X ou pas X, ça signifie corps. Elsa Vigoureux réalise qu'elle a une bombe entre les mains. En matière judiciaire, n'importe quelle partie d'un cadavre tient lieu de corps humain et doit donc être traitée comme tel. C'est fou de détruire des corps inconnus, c'est absolument scandaleux, quoi. C'est même illégal, donc à partir du moment où c'est illégal, non, j'hésite pas du tout à faire un papier. La reporter lance sa grenade dans les pages du Nouvel Obs. Le 27 mai 2010 paraît un article qui va changer le cours de l'affaire des disparus de l'Isère. C'est la fin de l'indifférence. La vague d'indignation remonte jusqu'au ministre de la Justice. Il n'est pas envisageable de détruire un corps humain. Ça n'est pas envisageable. Un corps humain, ça a un statut particulier. Ça doit être inhumé lorsque ce n'est plus utile à la justice. Ça doit faire l'objet d'un enterrement conformément à la loi. En aucun cas, on ne peut accepter qu'un corps humain soit détruit comme un vulgaire scellé, comme un vulgaire bien matériel. Il faut quand même savoir quelque chose, c'est que ce corps, il appartient quand même à quelqu'un. Que ce soit Ludovic ou pas Ludovic, c'est un enfant. Et ça, c'est aussi à la justice de se dire, il a un nom, il y a peut-être quelqu'un qui l'attend, ce corps-là. Quand vous leur apprenez que la justice, en fait, elle a détruit un corps comme elle détruirait des morceaux de papier, une procédure, quoi, enfin un procès verbal, ça les rend, mais dingue. Là, je me souviens de ce coup de fil à la mère de Ludovic Janvier, là, quand je l'ai appelée et que je lui ai parlé du corps de la grotte du Vercors. Là. Elle était dans un état, mais... Face à ce scandale, la chancellerie décide de prendre des mesures. Le garde des Sceaux, Michel Alliot-Marie, à l'époque, ordonne une enquête à Grenoble pour déterminer quels ont été les dysfonctionnements de la justice. On apprend que des scellés judiciaires ont été détruits. Certains parlent de corps humain, d'autres parlent de squelette humain, d'autres parlent d'ossements non identifiés. Tout cela est, reconnaissez-le, très imprécis et absolument pas satisfaisant pour la justice ni pour les familles des victimes. La réaction de la chancellerie intervient 2 jours après la parution de l'article de presse. Le 29 mai, le ministre de la Justice ordonne une inspection des services judiciaires. Michel Alliot-Marie a ordonné une inspection parce que les juridictions faisaient savoir qu'ils ne retrouvaient plus certains dossiers dans des affaires criminelles anciennes. Ce ne seraient donc pas les révélations de la presse qui auraient provoqué la vive réaction de la chancellerie. De toute façon, ils n'étaient pas au courant de l'affaire des corps, avant le papier. Pas du tout, ça j'en ai la certitude, c'est moi qui leur ai appris. Ah non, ils n'étaient absolument pas au courant de l'affaire des corps, ils n'y croyaient pas une seule seconde de ce que je leur racontais. Ah non, ils n'étaient pas du tout au courant, pas du tout. Et le Nouvel Observateur a effectivement rédigé il y avait un article dans le Nouvel Observateur, mais vous imaginez bien que le garde des Sceaux n'ordonne pas une inspection simplement sur la base d'un article de presse. S'ils étaient au courant, avant que je fasse mon papier, avant le 27 mai, alors une grosse question de responsabilité se pose à leur encontre. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas déclenché une inspection judiciaire avant mon papier? S'ils étaient au courant, ils sont restés sans rien faire, sans rien dire. Ils étaient au courant, ils avaient une grosse patate entre les mains, ils n'ont rien fait. Ils l'ont gardé entre les mains, c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est fou, quoi. Cette affaire semble décidément bien embarrassante pour la chancellerie. D'ailleurs, nous ne parvenons pas à obtenir de réponse claire de la part du porte-parole. La réponse, c'est à la justice de la donner. Je ne peux pas aujourd'hui vous donner de conclusion définitive. En revanche, si le ministre a ordonné cette inspection, c'est pour qu'on donne aux familles et à la société tout entière des réponses précises sur ces questions.
Bref, une réponse qui n'en est pas une, et qui ressemble à un serpent qui se mord la queue. C'est à la justice de donner la réponse, mais le porte-parole du ministère de la Justice ne peut pas la donner. Du côté du parquet de Grenoble, on trouve une autre parade pour se justifier sur la destruction du corps, le déni. Et bizarrement, la procureure générale de Grenoble nous annonce « Ah non, 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 il n'a pas été détruit. D'ailleurs, on sait où il est. On nous dit il est dans le sous-sol du tribunal, mais on ne sait pas, on ne l'a toujours pas retrouvé. Donc on se demande si les sous-sols du tribunal sont aussi grands que ça, pour qu'on ne soit pas en mesure de nous dire ben non, il n'est plus là, voilà ce qu'il est devenu. Alors moi, les familles me disent au téléphone, on s'organise, nous on y va dans les caves chercher ce squelette, parce que pour eux c'est important. Notamment la famille de Ludovic Janvier me dit mais moi j'y vais dans la cave, si je dois y passer un mois, j'y vais. On est en train de se demander s'il ne faut pas qu'on propose cette solution-là. Un an après, toujours pas de corps retrouvé. Et c'est toujours la confusion, regardez. Le parquet de Grenoble, je l'affirme, n'a pas détruit de corps. Ça serait inadmissible, inacceptable. Et je serai la première à m'élever contre cela. Le parquet de Grenoble n'a pas détruit ces corps. Du côté de la cellule mineure 38, on nous affirme très clairement le contraire. C'est la première fois en 6 mois d'enquête qu'un officiel accepte de répondre sans équivoque à cette question. Ces os, on ne les a pas physiquement. On n'a retrouvé que l'expertise. C'est ce que je vous disais, on a retrouvé l'expertise médicale, mais ces os, on ne les a pas physiquement. Quand un dossier est prescrit, je veux dire, les pièces à conviction peuvent être détruites. Malgré toutes les portes fermées sur notre chemin et toutes les demandes d'interview déclinées, nous sommes donc en mesure aujourd'hui de confirmer le scandale de la destruction de corps par la justice. Corinne, il y a quand même de grands mystères. D'un côté, le procureur nous explique qu'il sait parfaitement où sont les corps, et de l'autre côté, la gendarmerie dit non, les corps ont été détruits. C'est incompréhensible pour les familles, c'est une douleur absolue. Est-ce que le corps de leur enfant est en train de végéter sur une étagère au tribunal? Et pourquoi dans ce cas-là, le procureur général ne nous indique pas qu'elle a ce corps, ne nous donne pas ce corps pour analyse, puisqu'elle sait où il est? Qu'elle sorte ce corps, qu'elle le confie à des juges d'instruction pour analyse. En tous les cas, aujourd'hui, lorsque nous posons la question, nous n'avons pas de réponse. Et d'un autre côté, la gendarmerie dirait aujourd'hui que ces corps sont détruits, ou ce corps du Vercors auquel on tient est détruit. Mais comment est-ce qu'il a été détruit? Qui a ordonné cette destruction? Comment c'est possible aujourd'hui, en France, et dans les 20 dernières années, qu'on détruise le corps d'un enfant? Et c'est de l'incompétence ou c'est un complot? On ne sait pas. Dysfonctionnement, incompétence, volonté de quelqu'un, on ne le sait pas. Le procureur général nous avait indiqué, lorsqu'elle nous a reçus en mai, qu'elle a payé un vacataire, qu'ils avaient engagé un vacataire pour rechercher dans les rayonnages des scellés, dans le tribunal, ce corps. Un an après, ce vacataire, il est devenu quoi? Comment c'est possible que ce vacataire, depuis un an, n'ait pas trouvé ce corps? Le scandale reste entier. La justice a bien détruit les ossements découverts dans la grotte du Vercors en 85. Or, ces ossements appartenaient à un enfant, une personne humaine, qui avait droit à une sépulture. Mais comment enterre-t-on un corps non identifié? On l'inhume sous X. Une personne qui meurt sans qu'on puisse l'identifier est enterrée sous X. Et si Philippe, Ludovic, Charazed ou Léo avaient connu ce sort, pourrait-on retrouver leurs dépouilles? Voilà encore un aspect de l'affaire des disparus de l'Isère qui scandalise les familles. Il n'existe aujourd'hui aucune base de données en France sur ces décédés anonymes. Aucun fichier qui les recense, aucune information à leur sujet. Une fois sous terre, ils sont définitivement condamnés à l'oubli. Impossible donc de savoir un jour si le proche disparu n'est pas dans le cimetière voisin. Nous avons recueilli le témoignage d'une famille qui a vécu cette triste expérience. Au cours de sa croisade pour la recherche de sa sœur, Férouz va découvrir une autre aberration. Il est impossible d'obtenir des informations sur les enterrés sous X. Un enterré sous X, c'est tout simplement quelqu'un qu'on enterre sans connaître son identité. Il arrive que l'on retrouve des corps, qu'après une enquête, on n'ait toujours pas identifié ce corps, et on les enterre souvent dans une fosse commune sans préciser leur identité parce qu'on ne la connaît pas. Il est fort possible qu'un corps d'enfant ait pu être enterré en France et que ce soit Charazed. Donc je leur ai demandé, vous pouvez me donner la liste des personnes que l'on a enterrées en France sous X, que je puisse faire le lien avec ma sœur, parce qu'il est fort possible qu'elle soit décédée. Et à partir de là, j'ai appris que ça n'existait pas. En effet, il n'existe aucune donnée sur les personnes inhumées sans identité. Par exemple le sexe, l'âge approximatif ou même la date de sa mise en terre.
Aucune information n'est enregistrée sur ces enterrés sous X, les condamnant ainsi à l'anonymat pour toujours. On a estimé à presque 1000-1500 corps par an qui sont découverts, dont on ne peut pas découvrir l'identité, dont on ne peut pas trouver l'identité. Ces corps-là, puisqu'ils ont droit à une sépulture comme les autres personnes, puisque ce sont des corps humains qui ont droit à un respect, sont enterrés sous X. Puisqu'on n'a pas de nom, ce sont des enterrés sous X. Dans ces enterrés sous X, on peut retrouver des personnes qui ont peut-être disparu, qu'on recherche dans d'autres régions ou dans des affaires criminelles. Et c'est ce qui est arrivé à Monique Hébert. Après 4 ans de recherche, elle a retrouvé sa sœur, Florence Magnier, enterrée sous X à 40 km seulement de chez elle. Le 8 février 2001, Florence Magnier disparaît à Équien-sur-Plage, dans le Pas-de-Calais. On est tout de suite parti à sa recherche, toute la famille. On a appelé la famille, on a prévenu qu'il y avait un souci avec ma sœur, elle n'était pas rentrée. Vu son état de santé qui n'était pas très bon, il fallait absolument qu'on la retrouve, vu qu'elle était partie sans rien, sans ses papiers, sans argent, sans ses lunettes. C'était vraiment inquiétant qu'elle soit partie d'un seul coup. La gendarmerie prend l'affaire très au sérieux. La région est survolée, ratissée. Des affiches sont collées dans toutes les communes voisines, en vain. Mais quelques mois plus tard, en septembre 2001, un chasseur prévient la police. Il vient de retrouver un corps sans jambes ni tête sur une plage de la région. Le jour où j'ai entendu à la télé qu'il y avait un corps qui était retrouvé sur Calais, il n'y avait pas aucune identification, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Donc j'ai téléphoné à la gendarmerie, la gendarmerie elle-même a téléphoné à Calais, et le médecin légiste lui a dit qu'en aucun cas ça pouvait être la personne disparue à Équien, étant donné que c'était une personne plus âgée. Donc on a été rassurés, quelque part c'était pas elle, tant mieux. Après une étude des ossements, l'expert légiste a décrété qu'il ne pouvait s'agir en aucun cas de Florence Magnier. Le cadavre était celui d'une personne d'au moins 10 ans plus jeune. Les mois, les années passent et la mère de famille ne donne toujours aucun signe de vie. Quand un jour, 4 ans plus tard, en 2005, sa sœur Monique Hébert va faire une incroyable découverte lors d'une formalité administrative. Je vais au tribunal pour demander le papier présomption d'absence pour ma sœur. Et de là, on va me dire, écoutez, il y a un souci parce que moi-même, je l'ai vu écrit sur le dossier, femme retrouvée, famille avisée. Ça veut dire que ma sœur aurait été retrouvée en octobre 2001 et nous, on ne savait rien. Donc j'ai été complètement abasourdie et finalement, non, c'était une erreur. En réalité, Florence Magnier n'a jamais été retrouvée, ni morte, ni vivante. Une terrible erreur qui va finalement tourner à l'avantage de sa famille. Les enquêteurs reprennent toutes les pistes, notamment celle du corps non identifié retrouvé en 2001 et enterré entre-temps sous X. Et au bout de 6 mois, ils ont vu qu'on n'avait pas de résultat. Donc là, il dit on va peut-être contrôler l'ADN des personnes enterrées sous X, au cas où ça serait arrivé. Et là, 3 mois après, c'est tombé. C'est tombé que c'était bien la dame qui avait été enterrée à Calais 4 ans auparavant, qu'on avait retrouvée sur la plage de Calais. Pendant toutes ces années, alors qu'elle recherchait sa sœur, celle-ci était enterrée à seulement 40 km de chez elle. Moi, j'ai passé combien de fois à côté d'elle sans savoir qu'elle était là. Je pensais que peut-être qu'elle était dans un hôpital, elle avait perdu la mémoire. Je ne sais pas, je ne pensais pas qu'on puisse la retrouver comme ça à 40 km, enterrée à même la terre. Et si c'était le cas pour les enfants disparus de l'Isère? Philippe Pignot, Ludovic Janvier, Léo Ballet ou Charazette Bendouyou, que sa sœur Férouz a cherché dans des centaines de cimetières sans succès. Au fur et à mesure en fait, que je posais des questions, je me suis rendu compte qu'il n'y avait ni fichier de personnes enterrées sous X, ni le fait qu'on faisait des photos en fait, ou des descriptions des corps qui étaient enterrés sous X, avec un panneau X, dans les différents cimetières. Heureusement, ce problème a alerté les institutionnels. Et aujourd'hui, une loi est en débat au Parlement. La députée UMP, Henriette Martinez, la défend dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il n'existe même pas un fichier des corps enterrés sous X. Et je pense qu'il serait indispensable, même aujourd'hui, d'avoir ce fichier et que les maires puissent signaler à un fichier national
que à telle date, telle commune, enterré sous X, le corps d'un enfant, d'une femme, d'une personne âgée, d'un homme qui a été retrouvé dans telle et telle circonstance, parce que je crois que cela aiderait les recherches. La proposition de loi va même plus loin. Elle voudrait rendre obligatoire le prélèvement de l'ADN de la personne avant qu'elle soit enterrée sous X. Ces empreintes génétiques seraient donc stockées pour une identification éventuelle. Donc si on a le prélèvement familial et que l'on retrouve un jour un corps non identifié, on pourra comparer l'empreinte génétique de ce corps à celui des familles des disparus. Depuis, cette loi tant attendue a été votée par le Parlement, début 2011. Vous le voyez, les familles doivent se battre sur tous les fronts. Obtenir un fichier des corps enterrés sous X, lever la prescription pour les crimes, retrouver les dossiers et les cadavres égarés quand ils n'ont pas été détruits et surtout, ne pas perdre espoir. Au cours de nos 6 mois d'investigation, nous avons pu nous-mêmes constater à quel point il fallait insister pour avoir des réponses. Où en est aujourd'hui l'enquête sur les disparus de l'Isère? Faisons le point avec celle qui porte ce dossier à bout de bras, Corinne Herman. Ce serait quoi la meilleure issue dans cette affaire? De trouver un coupable? De dire c'est lui qui ou quoi? Bien sûr, là, la meilleure issue, c'est de trouver le ou les criminels qui s'en sont pris à ces enfants et de les empêcher de nuire, parce qu'eux, ils sont sur le terrain aujourd'hui. Plus le temps passe, plus bizarrement, plus finalement, il y a urgence pour qu'on intercepte la route de ce criminel. S'il avait 20 ans, 25 ans quand il a commencé, il a 45 ans, 50 ans, 55 ans au maximum, il est encore nuisible. Et pourtant, la série s'est arrêtée. On n'a aucune certitude que cette série se soit arrêtée. On connaît les déplacements des tueurs, on sait que lorsqu'ils sont trop repérés dans une région, ou pour des raisons familiales, ou parce qu'ils ont été incarcérés, ils vont changer de région. On a des traces de séries qui ressemblent en France, personne ne nous a posé la question. Nous, on a travaillé sur d'autres affaires d'enfants qui ressemblent aux enfants de l'Isère, dans d'autres régions, notamment dans la région parisienne, dans la région de Lyon, dans d'autres régions en France. Ce tueur a pu se déplacer. Donc, on n'a pas l'assurance que ce tueur n'a pas continué. Ceux ou ces tueurs n'ont pas continué. Est-ce que c'est pas un peu illusoire de penser que 30 ans après, on peut encore résoudre cette affaire? 30 ans après, on a résolu l'affaire Émile Louis. 25 ans après, on a résolu des affaires dans le cadre du dossier Fourniret. Donc c'est une question de volonté? C'est une question de volonté, c'est une question d'avoir envie d'intercepter la route de criminels qui s'en sont pris à finalement des gens et des enfants et des victimes de peu. Et dans ce cas-là, on ne le fait pas. Mais c'est le rôle de la justice, normalement. Moi, je me le demande tous les jours, quel est le vrai rôle de la justice et des magistrats aujourd'hui en France. On a le plus grand mal à faire avancer toutes les affaires criminelles sur lesquelles on travaille. On a le plus grand mal à obtenir des expertises qui sont finalement très simples en termes de police technique. On a le plus grand mal à obtenir des copies de dossiers. Il faut parfois 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc on ne peut pas, nous, travailler sans avoir la copie du dossier. Qu'est-ce que tu dirais, Corinne, si finalement on ne trouve rien et que tous les dossiers sont fermés, circulés, il n'y a rien à voir? Je ne crois pas que ce soit possible qu'on ne trouve rien. Je crois que quand on cherche, on trouve. On trouve des éléments exploités. Encore faut-il qu'on ait la volonté de les exploiter. Je crois que déjà, le fait qu'on ait retrouvé les dossiers, le fait que les analyses comportementaux aient lié des dossiers entre eux, on a déjà trouvé quelque chose. Simplement, maintenant, il faut aller rechercher les criminels, il faut aller plus loin, il faut faire des efforts pour aller plus loin. Corinne, tu l'as jamais. Tant que je serai là, non. Vous l'aurez compris, après nos 6 mois d'enquête, le malaise persiste. Le point sensible, la question qui fâche, c'est la disparition de ces corps. Madame le procureur de Grenoble n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pourtant, elle ne pourra pas continuer éternellement à affirmer que le squelette trouvé dans le Vercors se trouve toujours, depuis, dans les sous-sols du palais de justice. De même, il faudra bien un jour que la nouvelle équipe du ministère de la Justice rende public le résultat de l'inspection ordonnée par Michel Alliot-Marie. Les familles de victimes, dont certaines attendent une réponse depuis 30 ans, ne supporteront plus de s'entendre dire « affaire classée ». Nous préférerons donc terminer en disant « affaire à suivre ». Bonsoir.